Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui aux compléments alimentaires. Ils nous promettent souvent monts et merveilles, mais qu'en est-il vraiment de leurs bienfaits? Décryptage aujourd'hui avec Émeric Dopter au téléphone avec nous, adjoint à la chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Bonjour Monsieur Dopter. Bonjour. Alors, de plus en plus de Français ont recours aux compléments alimentaires. Avant de parler plus en détail de leurs effets, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un complément alimentaire? Oui, alors un complément alimentaire, c'est avant tout un aliment qui va se présenter sous forme de doses, typiquement des gélules, des comprimés. Ça va ressembler à un médicament, mais c'est avant tout un aliment. Et cet aliment va apporter différents nutriments pour répondre à des besoins physiologiques. Et donc c'est à bien distinguer des médicaments qui, eux, vont répondre à un besoin thérapeutique. D'accord. Alors, il existe une grande diversité de compléments alimentaires. C'est vrai, j'aimerais qu'on s'intéresse d'abord à ceux qui ont le plus de succès, comme les compléments, comme les produits qui présentent des vertus pour le sommeil ou encore pour la digestion. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ces compléments alimentaires peuvent vraiment répondre à nos besoins? Alors, il me semble avant tout que les compléments alimentaires les plus fortement consommés sont ceux qui relèvent du segment minceur. Mais vous avez raison, Oui. les compléments qui sont destinés à la digestion et au sommeil occupent également une place importante. Alors pour répondre plus directement à votre question, est-ce que ça marche? On va dire que ça dépend. Ça dépend de votre alimentation, puisqu'il s'agit bien d'apporter des nutriments, comme je le disais. Et si cet apport se fait sur un terrain qui est dénutri ou qui est en déficit d'apport nutritionnel, alors oui, il va y avoir un intérêt à apporter des nutriments qui ne sont pas apportés par une alimentation classique. En revanche, si vous avez une alimentation qui est déjà équilibrée, avoir davantage de nutriments ne va pas forcément vous apporter un bénéfice particulier. D'accord. L'hiver, on cherche souvent aussi à booster, comme on dit, ses défenses immunitaires et le premier réflexe, c'est de faire une cure de vitamines, vitamine C, magnésium. Est-ce que ces cures peuvent être utiles ou finalement, là encore, pas tant que ça quand on a une alimentation équilibrée? Et oui, vous pointez justement ce qui est important, c'est-à-dire que quand vous avez une alimentation variée et équilibrée, vous avez toutes les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin. Alors, je ferai une petite exception pour la vitamine D parce que c'est quelque chose qui est très variable. Ça dépend aussi de l'ensoleillement puisqu'il n'y a pas, c'est une source qui est à la fois exogène et endogène. Mais pour la plupart des vitamines, eh bien, on va avoir une alimentation qui permet de couvrir l'ensemble des besoins. Lorsque celle-ci est variée et équilibrée, et avant d'arriver à une carence, c'est-à-dire un état dans lequel il y a un déficit d'apport, il faut vraiment avoir un gros déséquilibre alimentaire. Par exemple, ne manger plus du tout de fruits et de légumes, et là on présente un risque de scorbut. Ne plus consommer de vitamine B1 peut vous exposer au beriberi. Donc ce sont des cas très particuliers. D'une manière générale, l'alimentation permet de couvrir ses besoins, comme je le disais. Le plus sera éliminé, c'est-à-dire l'excédent de vitamines lorsqu'elles sont hydrosolubles sera éliminé par la voie urinaire. Et en Mmh. revanche, pour les vitamines qui vont être dites liposolubles, c'est-à-dire qui vont avoir tendance à se stocker dans les graisses, alors là, il risque d'y avoir une accumulation qui, à terme, peut être préjudiciable à la santé. D'accord. Alors j'aimerais qu'on s'arrête, aussi sur une fausse bonne idée qui est de recourir aux compléments alimentaires pour se protéger de la Covid-19. D'autant plus que l'ANSES, a lancé une alerte sur certains compléments alimentaires pouvant affaiblir notre système immunitaire. Vous pouvez nous en dire plus sur cette alerte? Oui, bien sûr. En fait, tout a commencé par l'interdiction qui a eu lieu, enfin plutôt le fait que le ministre de la Santé avait invité les Français à ne pas utiliser d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc typiquement l'aspirine, pour éviter de bloquer
la réaction de défense naturelle de l'organisme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflammation est une réaction normale et bénéfique qui permet à l'organisme de se défendre contre une agression. Or, quand on intervient trop tôt avec des anti-inflammatoires, on risque de perturber le mécanisme de défense naturelle de l'organisme. Et nous avons fait le parallèle entre naturellement ces anti-inflammatoires et les anti-inflammatoires naturels qu'on peut retrouver dans certains végétaux. Et du coup, nous en avons déduit qu'il fallait aussi émettre une recommandation pour que ceci soit utilisé à bon escient. Alors ça veut dire que lorsque on n'a pas besoin lorsqu'il n'y a pas d'agression particulière, il n'y a pas de nécessité de prendre un anti-inflammatoire, c'est lorsque l'inflammation va commencer à prendre trop d'ampleur, avec les excès qu'on connaît, le fameux orage cytokinique, alors là, il faut passer à quelque chose de beaucoup plus musclé, je dirais, que les anti-inflammatoires naturels qu'on pourra trouver dans les plantes. En revanche, pour être tout à fait précis, nous avons également déconseillé aux personnes qui avaient l'habitude de consommer ces compléments alimentaires contenant ces anti-inflammatoires végétaux, nous leur avons déconseillé d'arrêter brutalement sans en avertir leur médecin, de façon à ne pas déséquilibrer leur couverture, on va dire, anti-inflammatoire, et les exposer ainsi à des complications occasionnées par différents types d'infections et la Covid-19 en particulier. Oui, très bien. Et alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de ces compléments alimentaires? Alors ce sont des compléments alimentaires qui vont contenir essentiellement des plantes immunomodulatrices telles que l'échinacée, mais également des plantes qui contiennent des dérivés salicylés tels que le saule, la reine des prés, le peuplier, le bouleau. Il y a également l'arpagophytum qui est connu pour avoir des propriétés anti-inflammatoires, et également le curcuma. Enfin, il y a toute une liste de plantes qui est précisée dans notre avis. Chez les femmes enceintes, la question des compléments alimentaires se pose aussi pour éviter tout risque de carence et permettre un bon développement du bébé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'usage des compléments alimentaires pendant la grossesse? Alors la grossesse est une période sensible pendant laquelle donc il va y avoir un développement d'un bébé, d'un fœtus, et celui-ci va donc avoir besoin une certaine quantité de nutriments pour pouvoir bien se développer. Le plus connu, le plus sensible, on va dire, c'est celui de la vitamine B9, qui, porté sous forme de folate, va permettre la bonne fermeture du tube neural et ainsi éviter des malformations telles que la spina bifida. Donc il est très important que les femmes enceintes aient une alimentation qui apporte suffisamment de vitamine B9. Si ce n'est pas le cas, leur médecin leur prescrira une complémentation avec de la vitamine B9. Il en va de même pour le fer ou l'iode, et dans tous les cas de figure, ce sont des compléments qui devront être apportés en concertation avec le médecin, de façon à ce qu'il n'y ait pas ni d'excès, ni d'apport insuffisant de ces nutriments. D'accord, donc pas de supplémentation automatique non plus peut-être, c'est au médecin de décider et de prescrire si besoin. Voilà, alors pour certaines vitamines, comme la vitamine B9, là, c'est quasiment automatique. Pour le reste, c'est un bon réflexe à avoir de manière générale, toujours en référer à son médecin qui connaît bien votre état de santé et qui sera le mieux à même de juger si vous avez besoin ou non d'un complément alimentaire. Autre exemple d'une supplémentation recommandée, c'est en cas de régime végétalien, donc quand on ne consomme aucun produit d'origine animale. Pourquoi dans ce cas-là, on doit prendre des compléments alimentaires? Alors, c'est assez difficile quand on a un régime végétalien de couvrir l'ensemble de ses besoins. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre la vitamine B12, qui est une vitamine qu'on ne va trouver que dans les denrées d'origine animale, on va forcément devoir prendre des compléments alimentaires. Mais il y a d'autres nutriments qui
existent dans le règne végétal, mais avec une moindre biodisponibilité avec les denrées d'origine animale, c'est par exemple l'iode, le fer ou le calcium. Là, il sera important de pouvoir aussi couvrir ses besoins avec des compléments alimentaires. Est-ce que les compléments alimentaires peuvent remplacer les aliments? Non, pas du tout. Le complément alimentaire peut servir, le cas échéant, d'appoint pour compenser un déficit d'apport en certains nutriments, mais ils ne remplaceront jamais une alimentation bien classique, dans la mesure où, pour vous donner un exemple, quand vous consommez une orange, vous ne consommez pas que de la vitamine C. Il y a des tas de molécules qui sont apportées et qui vont être utiles à l'organisme. Donc, il ne faut pas réduire un aliment à un nutriment, même si c'est le nutriment principal ou celui qui est recherché dans un aliment, mais il y a toute une série de molécules nutritives qui sont utiles pour pouvoir avoir une alimentation saine. J'aimerais qu'on s'arrête sur le dispositif de nutrivigilance de l'ANSES, qui est un dispositif de vigilance alimentaire pour améliorer la sécurité des consommateurs. Eh bien, ce dispositif a recensé 4800 effets indésirables, dont certains très graves engendrés par les compléments alimentaires. Au vu de ces chiffres, quels conseils d'utilisation vous souhaiteriez donner aux personnes qui nous écoutent? Alors, la nutrivigilance, c'est un dispositif qui a pour vocation de recenser les effets indésirables des compléments alimentaires, mais pas uniquement. Il y a également les denrées destinées à des alimentations particulières, et puis les aliments enrichis. On pourrait citer également les nouveaux aliments, ou novel food, qui entrent dans le cadre de cette nutrivigilance. Mais pour 90% des signalements reçus, il s'agit de signalements d'effets indésirables occasionnés par des compléments alimentaires. Donc, ce que nous enseigne cette nutrivigilance, c'est que un complément alimentaire n'est pas un produit anodin, contrairement à ce qu'on pourrait penser. S'il ne fait pas de bien, il peut faire du mal. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on consomme un complément alimentaire. Et la première question qu'il faut se poser, c'est: en ai-je réellement besoin? Ça, c'est quelque chose qui va devoir discuter avec un professionnel de santé, un médecin, un pharmacien, un diététicien, de façon à ce que ce professionnel puisse vous orienter vers le produit dont vous avez réellement besoin. Le plus souvent, un rééquilibrage du régime alimentaire suffit à couvrir l'ensemble des besoins, mais on a cité le cas des végétaliens, il y a des situations dans lesquelles un complément alimentaire présentera un intérêt. Vous disiez tout à l'heure que les compléments alimentaires n'étaient pas des médicaments, mais quand des personnes préfèrent recourir à des compléments alimentaires à base de plantes, par exemple parce qu'elles les jugent plus naturels peut-être que des traitements classiques, est-ce qu'elles prennent un risque, ces personnes? Alors, il ne faut pas confondre le complément alimentaire avec les médicaments de phytothérapie. On peut tout à fait se soigner par des plantes. D'ailleurs, l'humanité est arrivée jusqu'à nos jours en se soignant principalement par des plantes. Donc, la phytothérapie a toute sa place dans la prise en charge des patients, mais le médicament de phytothérapie, lui, suit un processus d'évaluation qui est encadré au niveau de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Et il y a donc une évaluation qui est faite avant leur mise sur le marché. Alors que pour le complément alimentaire, vu qu'il s'agit d'un aliment, il n'y a pas d'évaluation préalable. Les enfants sont aussi la cible, si je puis dire, des compléments alimentaires. On voit dans les rayons de plus en plus de produits, certains même sous forme de bonbons en gélatine. Quels conseils donner aux parents par rapport à ces compléments alimentaires dédiés aux enfants? Alors, le premier conseil à donner aux parents, c'est de veiller à une alimentation variée et équilibrée de leur enfant. Et ça passe par la limitation des apports en sucre, qui sont actuellement excessifs chez les enfants, tels que nous l'avons montré dans nos travaux dans le cadre du PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Donc, c'est certainement pas une bonne idée de donner des bonbons aux enfants, quand bien même ceux-ci contiendraient des vitamines et des minéraux qui seraient par ailleurs utiles à la santé de leur enfant. Donc,
avant tout une alimentation variée et équilibrée qui reprend les principes diététiques élémentaires pour permettre aux enfants de grandir sainement. Des cas de surdosage en vitamine D, sont aussi rapportés chez des jeunes enfants. Donc on rappelle que, chez les enfants, une supplémentation en vitamine D est recommandée pendant toute la croissance. Comment on prévient ce risque de surdosage, tout en respectant les recommandations d'une supplémentation en vitamine D? Les cas qui ont été recensés, les cas d'intoxication à la vitamine D, découlaient d'un mésusage de compléments alimentaires qui avait été substitué aux médicaments classiquement utilisés à la sortie des maternités pour pouvoir permettre d'avoir un apport en vitamine D suffisant. Or, ces produits, ces compléments alimentaires, étaient surdosés en vitamine D. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents ont continué d'administrer le même nombre de gouttes à leur enfant, mais celles-ci étaient beaucoup plus concentrées avec un complément alimentaire que dans le médicament, ce qui a conduit à des surdosages et donc des effets délétères pour la santé, avec notamment des hypercalcémies et des conséquences rénales pour les enfants. Dernier conseil cette fois-ci pour les sportifs qui seraient tentés de recourir aux compléments alimentaires pour développer leur masse musculaire ou leur capacité physique. Là aussi, il y a un risque pour eux? Oui, tout à fait. Le marché des compléments alimentaires sportifs foisonne de produits qui, pour certains, sont autorisés et d'autres ne le sont pas. Et à côté des protéines classiques qu'on va retrouver pour l'usage des musculaires, on va dire, on va retrouver également des produits interdits tels que les anabolisants ou des substances dopantes qui risquent non seulement de menacer le sportif, mais point de vue de sa santé, mais également de le mettre en situation d'être contrôlé positif à un contrôle antidopage et donc d'être disqualifié lorsque celui-ci fait de la compétition. Mais ce qui préoccupe surtout l'ANSES, c'est les risques pour la santé des personnes qui prennent ce type de compléments alimentaires. Merci beaucoup, Monsieur Dopter, pour cet éclairage sur les compléments alimentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.